Léa, chapitre 10, Maelstrom. Un chapitre écrit par Leila Bassain. Le choix de Léa les engouffra vers l'abîme. L'escalier qu'ils avaient emprunté déboucha sur un tunnel sombre. Le tintement de métal, propre aux oripeaux des sans-noms, résonna au loin. La garde de Wargok était donc à leur trousse. « On n'aurait jamais dû passer par là. Les Animoikis avaient raison », lança Azam d'une voix blanche. Sidérée, Léa se cramponna à la main de Mick. En raison de leur apparence, elle n'accordait pas de crédit aux Animoikis. Et lorsque l'image d'un chat bleu, coiffé d'une passoire, s'invitait à son esprit, elle partait d'un rire moqueur. Un élan d'orgueil l'avait conduite à faire la sourde oreille devant les mises en garde de ses compagnons. Maintenant, son obstination pourrait les mener vers la mort. Les bruits de la cavalcade et les cris amplifiés par l'écho accentuaient l'épouvante qui les frappa. « Nous sommes perdus !» gémit-elle. « Non !» rugit Seth d'un timbre de voix déterminé. « Courez, je couvre vos arrières !»« Mais maintenant !» trancha le patrouilleur. Azam et Stégus avaient déjà réagi et pressaient les prisonniers dans l'étroit boyau avec un calme remarquable. Ces démonstrations de courage aidèrent Léa à se reprendre. Elle saisit la main de Mick pour l'entraîner avec elle vers la sortie. Alors que les premiers sans-noms surgissaient à l'autre extrémité du corridor, un souffle puissant la fit pivoter sur ses talons et elle dut lever un bras pour se protéger de la vague de chaleur qui lui explosait au visage. De ses mains, le patrouilleur échafauda un mur de feu qui se dressait à présent entre eux et leurs ennemis. Les traits crispés par l'effort, Seth poussa un hurlement de rage. Les flammes surgirent. On entendit des crépitements. Les sans-noms, affolés, s'embrasaient en poussant des cris affreux. « Léa, cours !» La voix de Stégus la rappela à l'ordre. Elle s'arracha au spectacle macabre et fascinant, le cœur battant à tout rompre. Ils s'enfuirent, les prisonniers valides soutenant les plus faibles, parcourant des kilomilles avant d'oser s'arrêter, épuisés et tremblants. À peine quelques minutes plus tard, Seth les rejoignit, aussi placide que s'il avait été de retour d'une banale promenade. Léa se jeta dans ses bras, refoulant ses larmes. « Tu nous as sauvés! Si je n'avais pas été aussi buté! Sois pas si dur avec toi-même, Léa. Chacun a le droit de se tromper. Je serai toujours là pour toi. » Ce fut tout. Personne n'émit le moindre reproche. Et bientôt, l'incident digéré, elle retrouva sa curiosité naturelle et s'intéressa aux paysages singuliers qui l'entouraient. Après avoir parcouru plages et bosquets, ils avaient atterri au milieu d'un champ de geysers. Ici et là, se dressaient des arbres, en forme de panneaux publicitaires. Un tronc mince, surmonté d'une touffe rectangulaire, constellée par endroits de ce qui ressemblait à des épis de maïs. Ce fut Seth qui leur désigna un jet auquel ils pouvaient s'abreuver. Avec sa couleur blanche parcourue de filaments rosâtres et cette odeur saline, le jaillissement évoquait une soupe de chair de crabe. En bouche, le goût avait quelque chose d'une boisson pétillante et sucrée. Pas mal ce petit goût de cidre, songea Léa, rassérénée par ce rappel inattendu de sa Bretagne chérie. Azam récolta des épis que Seth écossa pour en extraire des crevettes minuscules et frétillantes. « Des dactyliphéros » dit Seth, en servant une bonne poignée à chacun. « Dactyliphéros ! Rien qu'au nom, ça empeste le labo de science !» Mick et les autres prisonniers, qui paraissaient se régaler, encouragèrent Léa à goûter. « Ça se mange. Ah, mon papounet! Quand on rentrera, on ira chez Soisic manger une bonne galette de sarrasin. » C'était parti pour une séquence nostalgie bretonne. Azam et Seth se lancèrent des clins d'œil, amusés de voir leur élu métamorphosé en moulin à paroles. Tout y passait. Les restrictions des quotas de pêche du cabillaud, le nouvel amour du tonton Tristan.
Seth s'excusa et partit rejoindre les prisonniers attroupés autour de Zeng. Tous écoutaient le récit de cet ancien prisonnier, ses voyages et son naufrage dans le golfe du Bengale alors qu'il tentait de rallier l'Inde. À cause de son habit d'empereur chinois et sa coiffe de Bouddha, Léa lui trouvait l'allure d'un carnavalier des Guélurons. Mais ce grand navigateur lui était sympathique. Courageux, il aurait survécu à un maelstrom, ces trous noirs de l'océan. Assis près de Léa, Stégus et Azam bâillaient aux corneilles. Mick, s'il buvait les paroles de sa fille, ne s'exprimait qu'en phrases parcimonieuses. « Il va voir ce Wargok. On va en finir en 2-2 et rentrer à la maison. Oh, j'ai hâte, papa. Quoi qu'il arrive, promets-moi, petit mousse de mon cœur, de t'employer à être heureuse. Ah, la surprise quand maman et Loïc nous ouvriront la porte, continua-t-elle, sans vraiment l'écouter. Ils doivent être si tristes en ce moment. West sera aux anges. Et nos aventures, tu crois que les gens vont nous croire? Oh oui, ma chérie, tout le monde sera heureux. Mais il n'est pas toujours utile de raconter l'invraisemblable. Léa mit ce cynisme nouveau sur le compte des jours de captivité que son père avait endurés. Elle passa la main sur la dague accrochée à sa ceinture pour se rassurer et remarqua l'air inquiet sur le visage d'Azam. Elle coiffa ses cheveux en natte en l'observant. Lorsqu'il s'en rendit compte, il baissa les yeux, troublé. Léa, pour la première fois, en ressentit un battement d'ailes dans la poitrine. Stégus tournia les yeux. « Trop chou! Vous iriez si bien ensemble !»« Au lieu de dire des bêtises, Stégus, je veux te demander de veiller sur papa. Il a tellement souffert, le pauvre. Je sais qu'ici, il faut s'attendre au pire. »« Compte sur moi !» la rassura son fidèle Stégus. Fatigués, ils s'allongèrent. Les soleils Thor et Lyre formaient un 8 parfait. On aurait dit des yeux qui scrutaient derrière des jumelles. Un marin sait lire dans le ciel, lui avait enseigné son papa. Ce ciel-là lui restait aussi énigmatique que des hiéroglyphes. Léa s'endormit, la tête enfouie dans le creux de l'aisselle de Mick, qui lui caressait la tête. Puis le péril surgit de manière impromptue. Ils eurent l'impression de s'engouffrer dans un maelstrom, ce tourbillon marin dont parlait Zeng. Quand Léa se réveilla, elle fut d'abord rassurée de constater que personne ne manquait à l'appel. Mais le paysage avait changé. C'était comme si on avait éteint les lumières. Ils étaient prisonniers d'une boîte noire. Seul un faible éclairage émanait des mini-hutis de Seth. Un sablier géant se dressait devant eux. « Le sablier Namaz !» s'écrièrent Azam et Seth d'une seule voix. « Wargok nous a piégés. Il a le secret de la boîte spatio-tempo et l'a utilisé pour nous enfermer. Une fois par an, il peut jeter ce sort et dévoyer n'importe quel sentier, » expliqua Azam d'un air épouvanté. Léa, pragmatique, refusait de céder à l'affolement. Ça, les guérisseurs ne pouvaient pas le prévoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendez, il faut que je me rappelle, c'est dans le code du patrouilleur. Seth tenait sa tête des 2 mains pendant que les prisonniers le fixaient, espérant la délivrance. Et sans que l'on s'y attende, Azam entonna. Prisonnier de la boîte spatio-tempo, caressez le sablier puis répondez à l'énigme. J'ai appris ça de mon maître. Les mains se précipitèrent sur la paroi ventrue. Puis une voix d'annonce de supermarché se fit entendre. La question vous est posée par l'horloge. Je pointe mon doigt, vous menace et que vous dis-je? C'est quoi cette question claquée au sol? Léa n'eut pas le temps de se tourner vers ses compagnons affolés que Mick prononça « Souviens-toi !» À cette injonction, le sablier entreprit de se retourner en grinçant. Léa sourit fièrement en regardant son père. Plus jeune, il lui était arrivé de le trouver has-been quand il déclamait du Baudelaire devant sa maman. Loin d'elle l'idée qu'un jour leur salut dépendrait d'un poème. Le sablier se fixa horizontalement et un passage s'ouvrit devant eux. Mick, animé par l'instinct paternel, insista pour ouvrir le bal.
À peine eut-il mis le pied devant, que 2 toboggans tunnels happèrent l'équipée, avalant et affectant au hasard soit à l'une soit à l'autre des 2 glissières, dispersant ainsi le groupe. La glissade déboucha sur une arène où tout semblait attendre leur arrivée. Léa était entourée de Stégus, Mick, Seth et Zeng. Azam et les autres prisonniers, pris dans l'autre toboggan, avaient dû déboucher ailleurs. « Pourvu qu'il ne leur arrive pas de mal », espéra Léa. Le Zorg la rassura aussitôt. « Ne t'en fais pas. Seul l'élu intéresse Wargok. » Mick, qui avait échoué en premier, s'était blessé la cheville. Léa constata qu'il boitait, mais qu'il luttait pour masquer sa douleur. L'arène était un terrain de terre battue, bordé d'un muret de rocailles spongieuses. Tout autour, les gradins grouillaient de monde. De jeunes hommes y étaient assis sur les sièges qui formaient chacun un bocal. Avec leurs bustes de bodybuilder et leurs pieds en pinces de crabe vissés aux emplacements, leur corps était l'exacte réplique d'un même modèle. On dirait Ken, l'ami de Barbie, ou des sirènes au masculin. Ce sont des Beyob, des enfants bêta de Wargok. Il les distrait avec des batailles sanglantes qu'il organise, expliqua Seth. Au loin, Léa aperçut une grande roue de fête foraine. Le jeune patrouilleur n'eut pas le temps de poursuivre que les Beyob gloussèrent d'un rire strident. Le show allait commencer. Une odeur de fauve infesta les lieux. Les sans-noms. Léa reconnut leur émanation nauséabonde avant même de les voir. La grande roue tourna et d'une nacelle apparut une horde de ces viles créatures. La nébuleuse bleutée de leur souffle les précédait. Léa eut le temps de se positionner près de Mick, dont la cheville avait triplé de volume. « Visez-les au plexus !» rappela Léa. Une dizaine de corps hybrides avancèrent directement vers Léa et Mick. Leur cible n'était visiblement pas fortuite. « Stégus, je t'en supplie, protège papa. D'abord papa !» Léa ne cessait d'implorer son fidèle compagnon, qui déchiquetait déjà de ses crocs un adversaire qui tentait de s'approcher de Mick. Elle maniait sa dague comme une habituée, l'enfonçant dans les corps dépourvus d'âme. Sans surprise, Seth tapait de son épieu dans un geste d'une précision chirurgicale. Zeng, perspicace, se rapprocha de Mick, contre qui il se positionna dos à dos. Il maniait une liane telle une corde, l'agitant en tous sens. Lorsque la liane frôlait le sol, un nuage de poussière s'élevait, fragilisant les sans-noms. Aveuglés, ceux-ci erraient, désorientés. La lutte ne dura pas longtemps, mais en raison de leur capacité à disparaître subitement, les perfides adversaires les avaient fatigués. Triomphe! Il ne restait des sans-noms que des giclures grisâtres et malodorantes. On entendait de nouveau le piaillement des grotesques spectateurs. « Ouf! On est sains et saufs !» souffla Léa. Ils se dirigèrent vers la sortie. Mick, si fier de Léa, luttait pour minimiser sa souffrance et se maintenir debout. Hélas, un escadron leur barra la route. « Les archers !» s'écria Seth. N'étaient leurs cheveux en cornes d'escargot, dressés en une multitude de pustules? On les aurait pris pour des hommes. Leur bedaine en poche de kangourou servait de carquois dans lequel tenaient leurs flèches, des tiges longues et fines en bec d'espadon, dont la pointe se terminait en aiguille. « Méfiez-vous, ils trempent leur arme dans du venin de vertirouk. La première flèche paralyse le membre qu'elle atteint, la deuxième est mortelle. Écrasez leurs cornes pour les anéantir, » les avertit le jeune patrouilleur. Le pompon. Au même instant, la roue panoramique se mit à tourner et les nacelles libérèrent une nouvelle livraison de son nom. Une armada cette fois. Le premier round n'était donc qu'une mise en bouche. Une manigance parmi la stratégie bien ficelée d'une guerre censée les épuiser avant le vrai combat. « S'il te plaît, Stégus, protège papa », répéta Léa. « Promis », assura le Zorg. Elle redoutait ce cumul d'ennemis, mais ne perdait pas ses moyens. Son instinct de leader lui disait que la moindre confusion dans ses rangs pouvait coûter cher. Une stratégie s'imposait. « Zeng,
tu remets le couvert, même tactique pour neutraliser les sans-noms. Stégus, tu as la responsabilité de papa. Seth et moi, on s'occupe des archers et on avise quand un sans-nom nous attaque. À vos ordres, mon élu, s'écria Seth, qui ne se départait pas de sa vivacité. Le deuxième round débuta. Léa esquissait un enchaînement de coups de sa dague, à la verticale, ciblant le plexus des sans-noms, puis à l'horizontale pour raser le crâne des archers. Seth bondissait tel un karatéka, prenant de la hauteur pour abattre les archers et leur écraser la tête dans un bruit de buzzer de jeu télévisé. À l'arrière, Stégus montait la garde en protégeant Mick. Dès qu'un sans-nom se frottait à lui, on entendait le tintement des haillons de cuir faisandé cousus de métal. Et ses écailles formaient un bouclier efficace devant les flèches qui fusaient de toutes parts. Seth, à un moment, changea son fusil d'épaule. C'était sur son don du feu qu'il misait. Ses mains, ardentes qu'il agitait de toutes parts, furent efficaces contre les deux ennemis. Dès qu'une étincelle de rien du tout atteignait les cornes molles d'un archer, un crépitement de court-circuit s'ensuivait et l'adversaire s'étalait par terre. Quant aux sans-noms, à peine Seth les frôlait que leur corps brumeux se transformait en cendres. Zeng raclait le sol, réduisant une majorité de sans-noms en fantômes tâtonnants. Cet état de confusion fit qu'ils s'en prirent parfois par erreur aux archers. La stratégie de l'élu était parfaite. On utilisait désormais un ennemi contre un autre. C'est lorsque Léa se retourna et qu'elle vit Seth allongé au sol que le destin bascula. Le bras du patrouilleur était dardé d'une flèche. Ce choc rappela à sa mémoire un atout précieux. À sa première rencontre avec son Zorg, il lui avait appris qu'il pouvait se démultiplier en une centaine de congénères. Elle n'y avait pas pensé avant, tant cette idée lui avait paru extraordinaire. 101 Zorg, c'était le moment ou jamais. Illico, le mot magique de 6 lettres, défila dans son esprit. Espoir. Une myriade de loups à tête de dragon accourut au galop. Les archers, surpris, les visèrent au tronc, mais les flèches se brisèrent sur les écailles bariolées comme sur un mur de ferraille. Léa slaloma au milieu de la scène de guerre pour se rapprocher de Seth. Plus loin, Stégus fonçait à grands bonds pour la devancer, car un sans-nom s'apprêtait à étouffer le patrouilleur, mais cela, elle n'eut pas le temps de le voir. Son père était affaibli, en danger, et voilà que le Zorg l'avait abandonné. Elle le vit se débattre, puis tomber à genoux. Casus belli. Les sans-noms acculèrent Mick vers la paroi de roche et s'attelèrent à coller leur visage hideux au plus près du sien, pour l'asphyxier. « Papa ! Stégus, vite !» Léa ne cessait d'appeler à l'aide. Elle ignorait que la présence simultanée d'autres Zorgs étouffait sa voix, la privant d'une aide vitale. C'est alors qu'un miracle se produisit. Azam apparut dans les airs. De ses serres, il empoigna les sans-noms ameutés autour de Mick, leur assénant un coup au plexus avant de les jeter comme un tas d'oripeaux. Mais par une alliance inattendue, 2 sans-noms se précipitèrent vers un archer qu'ils portèrent tout près de Mick. Les tirs fusèrent, Mick s'écroula. Azam n'en réchappa qu'en prenant son envol. Stégus, en sauvant Seth, avait négligé Mick et trahi le serment fait à Léa. Silence. La progéniture de Wargok restait figée, semblable à des statuettes. Léa hurlait son désarroi en tentant de panser les blessures de son père. « Papa, s'il te plaît, reste avec nous. Pense à maman, à Loïc, on va... »« Ma petite frimousse d'amour, tu es l'élu. Tu vaincras, Wargok. »« Je suis pas l'élu. Je suis Léa, je suis ta fille, et je veux juste que ce cauchemar s'arrête. Rentrer, c'est tout, et pas sans toi. Écoute-moi, seule une personne peut traverser la face cachée du petit triangle. On n'aurait jamais pu rentrer à 2. Je ne te l'ai pas dit avant. L'espoir. Fallait que tu gardes espoir. Je suis mort quand tu avais 13 ans. Ne retiens que le bonheur de nos retrouvailles. Papa, non, je supporterai pas que tu meurs. Souviens-toi, mon petit mousse, ce que nous aimons ne meurt jamais en nous. Chaque fois que ton cœur se souviendra, tu me feras revivre.
Oh, quand tu affronteras Wargok, appuie-toi sur l'énergie de l'amour. Il en est dépourvu. Seule la haine le nourrit. Maintenant, promets-moi de rentrer, de prendre soin de Loïc et de ta maman. Je te le promets, papa. Papa, je t'aime. Je t'aime. Mick ferma les yeux. Torpeur. Tous les compagnons frappés d'effroi pleuraient en silence. Stégus voulut se serrer contre Léa, mais elle le repoussa. « Je ne veux plus te voir !» Azam s'approcha en douceur. Il leva Léa dans ses bras pour accueillir ses pleurs et son immense chagrin. Le Zorg aurait eu des larmes qu'il aurait éclaté en sanglots. Dans le ciel, Néra semblait dire « Souviens-toi !» Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.